Paris le 21 juillet 1954. Cher René Char, je retrouve en vous adressant ces lignes tout l'espoir angoissé qui préside à mes rares rencontres avec la poésie. Un très jeune poète allemand, Christoph Schwerin, qui me dit vous avoir parlé de moi, m'envoie votre adresse. Hier, nous sommes allés, ma femme et moi, à votre hôtel et nous avons appris que vous étiez à Paris pour quelques jours encore. Est-il possible de vous voir avant votre départ, sans vous déranger? J'aimerais tellement que ce soit possible. Paul Celan. Paris, le 23 juillet 1954. Cher monsieur, votre lettre me cause un réel plaisir. Vous êtes un des très rares poètes dont je désirais la rencontre. Puis-je vous demander de venir jusqu'ici, 4 rue de Chanaley, dans le 7e. J'ai changé de domicile récemment et suis maintenant très avantagé. Voulez-vous lundi à partir de 6 heures l'après-midi? Si vous préférez un autre jour, naturellement, il sera le mien. Si Madame Celan veut bien vous accompagner, je m'en montrerai touché, avec toute ma sympathie. René Char. Post-scriptum, la rue de Chanaley est au 23 de la rue Vanneau. J'habite au premier étage, porte à gauche. Mon commerce avec les mots devient de plus en plus difficile, maladroit. De temps à autre et à de grands intervalles, un poème. C'est tout ce que j'arrive à sortir de moi. Et c'est avec cette maladresse qui est mienne que je suis allé aussi chez René Char. Combien ai-je dû le décevoir? Il est tout à fait comme vous me l'avez décrit, si parfaitement au milieu, au cœur de sa parole, qui semble ne jamais se refuser à lui. C'est étrange comme cette parole, même quand elle convoque ce qu'il y a de plus objectal, de plus concret, c'est l'entourer de l'aura de l'universel. Quel que soit le registre de langue auquel il appartient, le mot isolé est plus évocateur qu'en allemand. S'il est mis au jour dans le poème, il met au jour d'une certaine façon tout son environnement. Quant à moi, il me faut souvent attendre jusqu'à ce qu'à mon premier mot se joignent les autres. Mes constellations n'arrivent à exister qu'avec l'aide de comètes opiniâtres. Et pourtant, c'est de la conscience du fait qu'il puisse être mis en doute que vit le poème. Pour Gisèle et Paul Celan, dans une amitié confiante et à travers des herbes qui se plient, puis se redressent heureuses. Ce soir, 9 décembre 1954, près de René Char. À la santé du serpent, je chante la chaleur à visage de nouveau-né, la chaleur désespérée. Autour du pain de rompre l'homme, d'être la beauté du point du jour. Celui qui se fie au tournesol ne méditera pas dans la maison. Toutes les pensées de l'amour deviendront ses pensées. Dans la bouche de l'hirondelle, un orage s'informe, un jardin se construit. Il y aura toujours une goutte d'eau pour durer plus que le soleil, sans que l'ascendant du soleil soit ébranlé. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard, ni patience. Les larmes méprisent leurs confidents. Marianne, ta chevelure est sans lilas. Ton beau visage, de miroir. D'un œil à l'autre œil, le nuage passe, comme Sodome, vers Babel. Il dépaisse tel un feuillage la tour et fait rage autour du buisson de soufre. Alors te tressaille un éclair sur la bouche, se gouffre avec les restes du violent. Quelqu'un, dent de neige, promène l'archer. Oh, le roseau, chantait plus beau. Toi aussi aimé, tu es le roseau, et nous tous sommes la pluie. Ton corps est un vin sans pareil et nous peintons à 10. Ton cœur est une barque dans le blé. Nous, rameurs, la poussons vers la nuit. Cruchette de bleu, tu sautilles légère au-dessus de nous et nous dormons. Devant la tente s'approche la centurie et nous te portons à la tombe sans cesser de trinquer. Sur le carrelage du monde résonne maintenant le dur thaleur des rêves. L'Île-sur-Sorgue, 26 décembre 1954. J'aurais aimé, malgré l'hiver, malgré le vent, rassuré par un soleil presque aussi bleu que la mer pourtant lointaine, vous montrer les moments cachés de ce pays et privilégié. Peut-être cet été. Les vœux vous sont parfaitement inutiles, vous êtes quand on vous regarde au-delà d'eux, tous deux ensemble. Votre ami René Char. Un jour, nous ne verrons que des êtres comme René Char. Cher René Char, nous sommes si heureux de vous connaître.
Bonne année, bonnes années. Paris, le 28 juillet 1955. Chers compagnons, songeons à vous. Dans le pays du Rhône, j'étais heureux de vous imaginer semant des roseaux et cultivant la vigne avec les beaux outils de vos poèmes. C'est vrai, la terre, la poésie vous aime. Mon amitié s'en réjouit. La parole soulève plus de terre que le fossoyeur ne le peut. Celui qui marche sur la tête, il a le ciel en abîme sous lui. Nous ne serons jamais assez attentifs aux attitudes, à la cruauté, aux convulsions, aux inventions, aux blessures, à la beauté, au jeu de cet enfant vivant près de nous avec ses 3 mains et qui se nomme le présent. J'attends votre signe qui me dira que vous êtes à Paris et que nous pouvons nous voir. J'en suis impatient. Ma pensée à votre compagne et à vous. Cher René Char, je serai à Paris dans 2 jours et espère beaucoup vous revoir. Les mots me manquent pour vous remercier comme j'aimerais le faire. C'est, hélas, la raison pour laquelle je ne vous ai pas écrit. Trop généreux, vous m'avez permis de penser qu'avec mes silences même, je peux venir frapper à votre porte. J'ose le faire ce soir vers 4h30, à tout hasard. Mais si vous êtes pris ou absent, je resterai, croyez-le, heureux d'avoir pu me diriger vers vous. Confiance. Il y aura un œil encore, un œil inconnu, à côté d'une autre, muet sous une paupière de roche. Venez, forez votre galerie. Il y aura un cil, tourné vers le dedans de la roche, durci à l'acier du non pleuré, le plus fin de tous les fuseaux. Il fait devant vous son ouvrage comme si, parce que la pierre existe, il y avait encore des frères. Paris, le 24 avril 1955. Cher Paul Celan, je ne sais pas partager avec un ami son mal-être, son chagrin, ou cet innommable qui s'installe en nous comme une fumée affreuse en lui disant « oui ». Je ne sais pas lui montrer à l'aide de la parole trop peu précise et balsamique que je le comprends. Pourtant, j'étais avec vous hier, je le sais, aujourd'hui, sans mots, à la façon d'un nageur qui en accompagne un autre dans l'épaisseur des eaux affectueuses, nageant vers quoi, je ne sais, mais vers quelque chose qui nous est dû. Votre ami, René Char. Chant d'insomnie. Amour est lent, l'amoureuse viendra. La flèche du soleil traversera ses lèvres, le trèfle nu sur sa chair bouclera. Miniature semblable à l'iris, à l'orchidée, cadeau le plus ancien des prairies au plaisir que la cascade instille, que la bouche délivre. Je voudrais me glisser dans une forêt où les plantes se refermeraient et s'étreindraient derrière nous. Forêt, nombre de fois centenaire, mais elle reste à semer. C'est un chagrin d'avoir dans sa courte vie passé à côté du feu avec des mains de pêcheur d'éponge. Parfois j'imagine qu'il serait bon de se noyer à la surface d'un étang où nulle barque ne s'aventurerait, ensuite ressusciter dans le courant d'un vrai torrent où les couleurs bouillonneraient. Paris, le 2 juillet 1955. Cher René Char, puis-je espérer que vous ne m'en voulez pas trop d'avoir laissé sans réponse les lignes si amicales que vous m'avez adressées il y a plus de 2 mois. Il y avait eu dans mes vagues et maladroits propos de la veille une vraie angoisse, où était venu se mêler sous un regard qui n'ignorait pas la légèreté qui présidait à sa promptitude, les espoirs abandonnés et les craintes nouvelles. Si je n'ai pu vous écrire depuis, c'est qu'à l'encontre de ce que j'avais par trop fait jusqu'ici, j'hésitais à étoffer la peur par la parole. Mais voici enfin un seuil franchi. Nous avons depuis le 6 juin un petit garçon qui, né à 7 mois, est bien décidé à m'apprendre le langage de la vie. Permettez-moi de lui souhaiter de rencontrer au milieu de l'inconnu sans lequel on ne saurait vivre, votre poésie et votre personne. Mèche au dire du regard, désir simple de parole. Ah, jongle seigneurie du cou avec la souveraine bouche, avec le bûcher allumé. Au-dessous du front dominant, j'aimerais savoir vous mentir, comme le tison ment aux cendres. Mèche, qui volait sans m'entendre sur le théâtre d'un instant. Mèche, Mèche, petite mèche. mèche, méchillon, Méchillon. moult mèche. Moult mèche. Merci René Char. Paris, le 30 août 1955. Cher Paul Celan,
J'ai eu le plaisir la semaine dernière de pouvoir longuement parler avec Heidegger de passage à Paris. J'ai été conquis par l'homme et par le philosophe si ouvert à la poésie, si avisé de son cœur et de ses drames. Sa simplicité, l'attention qu'il met à recevoir comme à donner sont fort rares aujourd'hui. Il tient en grande estime votre poésie et connaît parfaitement votre œuvre. Sans doute, je ne vous apprends rien en vous écrivant cela, mais je devais vous le dire. J'ai appris que votre bébé se développe et grandit bien par Madame Caetani que vous avez vue. Je m'en réjouis sincèrement. Mon souvenir, je vous prie, à Madame Ceylan, à vous avec amitié. Argumentum et silentio. Rivé à la chaîne entre l'or et l'oubli. La nuit, empoignée par l'un et par l'autre, soumise. Pose toi aussi, pose près d'elle ceux qui songent à poindre. Quand poindront les jours? La parole, survolée d'astres, inondée d'océans, à chacun sa parole. La parole qui pour lui se fit chant quand la meute l'attaqua, sournoise. À chacun la parole qui avant d'être glace fut chant. Mais à la nuit, la parole, survolée d'astres, inondée d'océans. À elle la parole, fruit du silence, et dont le sang survécut aux syllabes transpercées par la dent à venin. À elle la parole de silence, pour porter enfin témoignage contre les autres qui, aguichés par l'oreille de l'écorcheur, gravissent le temps et les âges pour témoigner à la fin, quand seules des chaînes résonnent de la nuit qui gît là, entre l'or et l'oubli, leur sœur, de tout temps. Car où, dis-moi, poindrait une eau, sinon près d'elle, qui, dans le lit de sa larme, montre au soleil qui immerge les semences, encore et toujours. Le bois de Lepte. Je n'étais ce jour-là que deux jambes qui marchent. Aussi, le regard sec, le nul au centre du visage, je me mis à suivre le ruisseau du Vallon. Bas coureur, ce fade ermite ne s'immisçait pas dans la forme où je m'étendais toujours plus avant. Venu du mur d'angle d'une ruine laissée jadis par l'incendie, plongèrent soudain dans l'eau grise deux rosiers sauvages pleins d'une douce et inflexible volonté. Il s'y devinait comme un commerce d'êtres disparus à la veille de s'annoncer encore. Le rauque incarnat d'une rose en frappant l'eau rétablit la face première du ciel avec l'ivresse des questions, éveilla au milieu des paroles amoureuses la terre, me poussa dans l'avenir comme un outil affamé et fiévreux. Le bois de Lepte commençait un tournant plus loin, mais je n'eus pas à le traverser, le cher grenetier du relèvement. Je humais sur le talon du demi-tour le remugle des prairies où fondait une bête. J'entendis glisser la peureuse couleuvre. De chacun ne me traitait pas durement. J'accomplissais, je le sus, les souhaits. In memoriam, Paul Éluard pose dans sa tombe les paroles qu'il prononça pour vivre. Couche sa tête parmi elles. Fais-lui sentir les langues du songe inquiet, les tenailles. Sur les paupières du mort pose la parole qu'il refuse à celui qui lui disait tu. La parole que le sang de son cœur esquiva quand une main aussi nue que la sienne pendit à l'arbre du lendemain celui qui disait tu. Sur ses paupières pose la parole. Peut-être qu'alors dans son œil encore bleuissant montera un azur étrange, et celui qui lui disait tu avec lui pourra rêver. Nous. Cher René Char, j'ose à peine vous écrire. Jean-Pierre Willem m'a dit, avant son départ pour l'Allemagne, combien mon impossible silence m'a éloigné de votre amitié. Mais vous avez toujours été présent dans mes pensées. Toutes ces lettres que je ne vous ai pas envoyées étaient au milieu de mon espoir comme les étapes brûlées sur le chemin de la lettre que j'aurais tant voulu vous écrire. Il m'était insupportable de m'entendre parler si médiocrement près de vous. J'avais besoin de me prouver que je méritais votre amitié. Voilà la seule raison de mon silence. Vous avez vu lors de ma dernière visite quel était mon désarroi. Depuis, des craintes se sont heureusement dissipées. La poésie, après tout cela, est longue à revenir. Je vous prie d'excuser mes maladresses. Vous m'avez accueilli comme si je savais parler. Je ne le sais, vous le voyez bien qu'à moitié. Mais ma main n'oublie pas d'avoir pu serrer la vôtre.
elle s'obstinera à croire que c'est une chance qu'elle a su garder. Paris, le 7 janvier 1956. Cher Paul Celan, je dois vous dire les vœux que je forme pour Madame Celan, votre bébé, pour vous. Souhait doré du doré naturel de l'air. Le mal dont vous êtes anxieux parfois n'est pas rare au point de n'appartenir qu'à un seul. D'autres que vous glissent dans cet entonnoir de silence, d'erreurs bizarres que le cœur se refuse à connaître. J'ai pu jusqu'ici préserver de mon mal les êtres qui m'importaient, qui m'importent, au prix d'efforts certains, mais c'est au prix souverain que l'échelle se mesure. Je le crois. Sans doute ne réussirai-je pas toujours. J'ai été, comment dire, surpris de votre facile renoncement tout en le comprenant, croyez-le. Je suis reconnaissant à votre lettre de sa luminosité. Bien à vous, René Char. Le Moulin, Rochefort en Yvelines, le 3 août 1956. Cher René Char, j'ai 1000 chagrins. Et au cœur de tout cela, il y a la douleur de ne pas avoir su garder votre amitié. J'avais reçu votre dernière lettre à Genève où j'étais allé chercher un ailleurs qui n'a fait que multiplier les désespoirs. Je dis bien les désespoirs, au pluriel, avec un D minuscule. Non pas celui qui déchire, mais les autres, les petits, ceux qui vous rongent. Dans votre lettre, vous vous étonniez de me voir renoncer avec tant de facilité, mais je n'avais nullement renoncé, René Char, bien au contraire. Et tout ce qui paralysait déjà ma pensée et ma parole est venu s'ajouter à la consternation d'avoir pu dire dans la lettre que je vous avais adressée des choses qui se prêtaient à cette interprétation. Permettez-moi de venir vous voir, René Char. J'ai besoin de vous et de votre amitié. Paris, le 6 août 1956. Cher Paul Celan, je vous reverrai avec plaisir. Je vous l'écris comme cela me vient le plus simplement. Pourquoi les chagrins nous constellent, poètes qui possédons, mais non, le pouvoir, l'image de nous survoler, mais de ne rien retenir cependant entre nos mains qui assurent, éloignent et guérissent. Tout au moins permettent le toucher de quelques fraîches verdures au plus lancement moment. Pourquoi? N'ayez aucun chagrin à mon égard, en tout cas depuis le temps, je sais un peu. Votre lettre a été bien accueillie. Je serai de nouveau à Paris en septembre. Je pars tantôt pour une randonnée dont les étapes sont pour la plupart heureusement dans l'inconnu. Si peu d'appétit, à vrai dire, qu'il me faut me soulever et m'enlever par la peau des épaules et les os du cou. Au revoir, cher ami, je pense à vous affectueusement. Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Tes 18 ans réfractaires à l'amitié, à la malveillance, à la sottise des poètes de Paris, ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles de ta famille ardennaise un peu folle. Tu as bien fait de les éparpiller au vent du large, de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine. Tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux, les estaminets des pisselires pour l'enfer des bêtes, pour le commerce des rusés et le bonjour des simples. Cet élan absurde du corps et de l'âme, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater, oui, c'est bien là la vie d'un homme. On ne peut pas, au sortir de l'enfance, indéfiniment étrangler son prochain. Si les volcans changent peu de place, leur lave parcourt le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies. Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Nous sommes quelques-uns à croire sans preuve le bonheur possible avec toi. Jeudi 20 septembre 1956. Votre lettre d'il y a 3 semaines a été un grand soulagement pour moi. Le grand soulagement. Je rentre d'un voyage en Allemagne où, comme ailleurs, on m'accable d'infamie. Sous la forme d'un sanglier, ton rêve piétine les forêts à la lisière du soir. Je viens frapper aux portes de ceux qui savent de quoi il s'agit. On s'esquive, on n'a pas le temps. On est déçu de me voir chercher justice. Je ne crois pas pouvoir laisser tant d'infamie sans réponse. Merci 1000 fois de bien vouloir parler à Maître Fischer de cette malheureuse affaire. Je me tiens à sa disposition n'importe quel jour.
Nous avons vécu, ma femme et moi, tous ces derniers jours, le cœur serré à propos des événements de Hongrie, le cœur serré sur un espoir qui voulait naître. Et voici aujourd'hui les nouvelles venant d'Israël et nous retombons dans la confusion. J'ai vu récemment Madame Klepali. C'est, je crois, malgré ses enthousiasmes multiples et difficiles à partager, une très bonne personne et qui aime à sa manière la poésie. Comme elle m'a parlé de ses intentions de traduire et de publier un de vos recueils, je me suis permis de lui dire ma conviction qu'une poésie telle que la vôtre ne saurait être traduite autrement qu'en profondeur. Vous savez combien je souhaite contribuer valablement à une telle tâche. Hélas, mes instruments s'avèrent, pour le moment du moins, bien insuffisants. Mais je ne désespère pas. Ce sera une très grande joie pour moi que de pouvoir vous soumettre un jour une version allemande de vos poèmes. De tout cœur. Paul Celan. Comment me vint l'écriture? Comme un duvet d'oiseau sur ma vitre en hiver, aussitôt s'éleva dans l'âtre une bataille de tisons qui n'a pas encore à présent pris fin. Tout en nous ne devrait être qu'une fête joyeuse quand quelque chose que nous n'avons pas prévu, que nous n'éclairons pas, qui va parler à notre cœur par ses seuls moyens, s'accomplit. Continuons à jeter nos coups de sonde, à parler à voix égale, par mots groupés, nous finirons par faire taire tous ces chiens, par obtenir qu'ils se confondent avec l'herbage, nous surveillant d'un œil fumé, tandis que le vent effacera leur dos. Dans le poème, chaque mot ou presque doit être employé dans son sens originel. Certains se détachent, deviennent plurivalents. Il en est d'amnésique. La constellation du solitaire est tendue. La poésie me volera ma mort. Paris, le 9 novembre 1957. Cher René Char, la bibliothèque est en feu. Votre nouveau livre est là, depuis avant-hier, sur ma table, ouvert, présent. Merci de tout cœur. Le regard voyage au gré de votre choix. Il s'interroge au milieu de ce qui a été largué sur sa possibilité de répondre. Il le voudrait tant. Voix, venue du chemin d'Ortie, vient sur les mains jusqu'à nous. Quand on est seul avec la lampe, on n'a que la main pour y lire. Voix, devant qui ton cœur reflue jusque dans le cœur de ta mère. Voix, venue de l'arbre gibet, où bois dur et bois jeune échangent, sans cesse échangent leurs anneaux. Voix de Jacob, les larmes dans l'œil frère. L'une d'elles est restée suspendue, a grossi. Nous habitons dedans. Respire, pour qu'elle se détache. L'île sur Sorgue, le 3 mars 1958. Cher Paul Celan, je suis obligé de demeurer ici encore quelque temps, jusqu'à la fin mars, je pense. L'état de santé de ma sœur, lente agonie de l'esprit, avec des éclairs de plus en plus espacés, pèse désormais lourdement sur ma liberté. Je vous envoie ainsi qu'à Madame Celan ma pensée amicale. Je n'ai pas le droit, je crois, de mêler des mots à ce que vous vivez actuellement. Puisse votre présence allumer dans cette nuit des feux fraternels. À une sérénité crispée et presque entièrement traduite. J'espère pouvoir, à votre retour à Paris, vous la montrer en même temps que les feuillets d'hypnose. À de nombreux endroits, j'aurai encore besoin de votre aide, avant de me dire que je suis resté, en parlant allemand, dans votre chemin. Essayant de vous suivre, Paul Celan. Paris, le 10 avril 1958. Cher Paul Celan, j'aimerais que vous n'ayez pas gaspillé un peu de trop de votre temps, de ce temps qui revient à vos poèmes, à la traduction de mes textes. De cela, je m'inquiète sincèrement avec une sorte de remords. Merci d'avoir pensé à m'envoyer la traduction de « À une sérénité crispée ». J'espère à bientôt. Nous avons. Notre parole en archipel vous offre, après la douleur et le désastre des fraises, qu'elle rapporte des landes de la mort, ainsi que ses doigts chauds de les avoir cherchées. Faire un poème, c'est prendre possession d'un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. Il faut s'établir à l'extérieur de soi, au bord des larmes, et dans l'orbite des famines, si nous voulons que quelque chose
hors du commun se produisent, qui n'étaient que pour nous. Dans le chaos d'une avalanche, deux pierres s'épousant au bond purent s'aimer nues dans l'espace. L'eau de neige qui les engloutit s'étonna de leur mousse ardente. Nous avons en nous d'immenses étendues que nous n'arriverons jamais à talonner. Mais elles sont utiles à l'âpreté de nos climats propices à notre éveil comme à nos perditions. La poésie est ce fruit que nous serrons mûri avec liesse dans notre main au même moment qu'il nous apparaît, d'avenir incertain sur la tige givrée, dans le calice de la fleur. Soir des paroles, sourcier, avançant sur le sol du silence, un pas, puis un autre, un troisième, sa trace résiste à ton ombre. La cicatrice du temps s'ouvre, béante, inondant la contrée de ton sang. Les dogues de la nuit, des paroles aboient dans ton cœur. Ils fêtent la soif la plus sauvage, la faim plus rageuse. Une lune, la dernière, t'apporte son aide. Elle lance à la meute un os d'argent immense. Nu, tel ton chemin parcouru, mais point de salut pour toi. Le jet que tu fis sourdre approche avec ton écume, charriant un fruit qui porte l'ancienne trace de tes dents. À René Char, à Hypnose, qui m'a fait confiance, avec toute la gratitude de Paul Celan. Cher Paul Celan, ne pensez-vous pas qu'il soit bien tard pour mettre en route de nouvelles traductions de mes poèmes? Je crois qu'il faut nous borner à ce qui est fait pour ne pas retarder l'éditeur. Je ne suis certes pas opposé à ce que les poèmes traduits par Franz Wurm prennent place dans l'ouvrage, voulez-vous en décider vous-même. Surtout, je vous serais reconnaissant d'insister auprès de l'éditeur pour qu'une préface proprement dite ne figure pas dans mon livre, comme publicité sur la couverture, en papier, oui, des extraits d'études peut-être, mais que tout se borne là donnerait de la tenue et de la gravité. Paris, le 6 janvier 1960. René Char, je voudrais vous dire en ce moment, qui est celui de votre peine, quelle est ma peine. Le temps s'acharne contre ceux qui osent être humains. C'est le temps de l'anti-humain. Vivants, nous sommes morts, nous aussi. Il n'y a pas de ciel de Provence, il y a la terre béante et sans hospitalité, il n'y a qu'elle. Celui qui marche sur la tête, il a le ciel en abîme sous lui. Point de consolation, point de mots. La pensée, c'est une affaire des dents. Un mot simple que j'écris, cœur. Un chemin simple, celui-là. René Char, il y a ce chemin-là, c'est le seul. Ne le quitte pas, vous l'avez quitté. Je vous ai vu le quitter. Vous avez su nous faire mal, à la légère, vous nous avez peinés. Alors que la peine, vous avez ouvert nos cœurs. Ai-je le droit de vous dire ceci? Je ne sais, je vous le dis. Ajoutez-y un mot de silence. Je vous adresse ces mots, qui sont des mots, après la mort d'Albert Camus. Soyez vrai, toujours. Il n'y a plus de ligne droite, ni de route éclairée avec un être qui nous a quittés. Où s'étourdit notre affection? Cerne après cerne, s'il approche, c'est pour aussitôt s'enfouir. Son visage parfois vient s'appliquer contre le nôtre, ne produisant qu'un équerre glacé. Le jour qui allongeait le bonheur entre lui et nous n'est nulle part. Toutes les parties presque excessives d'une présence se sont d'un coup disloquées, routine de notre vigilance. Pourtant, cet être supprimé se tient dans quelque chose de rigide, de désert, d'essentiel en nous, où nos millénaires ensemble font juste l'épaisseur d'une paupière tirée. Avec celui que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ce n'est pas le silence. Qu'en est-il alors? Nous savons, ou croyons savoir, mais seulement quand le passé qui signifie s'ouvre pour lui livrer passage. Le voici à notre hauteur, plus loin, devant. À l'heure de nouveaux contenus où nous questionnons tout le poids d'énigmes, soudain commence la douleur, celle de compagnon à compagnon, que l'archer, cette fois, ne transperce pas. L'éternité alors.
Cher René Char, je me suis permis de vous téléphoner l'autre jour à une heure tardive. C'était l'avant-veille d'un départ pour l'Allemagne. Le besoin de vous parler et de vous entendre. Je vous remercie de m'avoir répondu. J'ai aimé l'autre soir, en montant votre escalier, cette allumette qui m'a éclairé jusqu'au moment où votre porte s'est ouverte. L'essentiel est, je crois, inébranlé, car inébranlable. Si un jour vous trouvez une heure, je serai heureux, comme tant de fois, de venir vous serrer la main. L'Île-sur-Sorgue, le 4 novembre 1960. Cher Paul Celan, je suis dans le Vaucluse pour quelques jours encore. À mon retour à Paris, vers le 12 novembre, je serai moi aussi heureux de vous voir et de parler avec vous dans une confiance et une amitié que je n'avais jamais pensé pouvoir courir les dangers de tous. Je vous remercie de m'avoir téléphoné. Vous m'avez tranquillisé. Mes poèmes sont mes poèmes. Ils n'ont pas besoin d'être défendus de légitimation biographique. Il suffit de les lire. Je n'ai jamais écrit une ligne qui n'aurait pas été en rapport avec mon existence. Mes poèmes sont ma vita. Meine Gedichte sind meine vita. Paris, le 6 février 1962. Cher René Char, je vous remercie d'avoir pensé à moi. Je lis vos poèmes. Vous m'avez dit lors de notre dernière rencontre que j'entrais dans le tunnel. J'y suis pleinement. Permettez-moi de vous rappeler quelques faits et d'y ajouter quelques-uns que vous ignorez encore. D'abord, on m'accuse, après avoir fabriqué à cette fin toute une œuvre posthume, de plagiat. Pour étayer l'argumentation, on la garnit des calomnies les plus infâmes. Ça prend déjà, mais pas tout à fait. Les choses en Allemagne ne sont pas encore mûres. Ensuite, et j'en passe, on a soin de me mettre bien en évidence. On m'accorde des prix que j'accepte par solidarité avec mes amis qui les ont reçus avant moi. Et aussitôt on me conspue. Ce sont les mêmes. C'est la fine fleur de la jeune poésie, de la jeune littérature. Ils ont découvert ce dont je me doutais le moins, le double jeu. Ils prennent ma défense, cyniquement. L'on atteste à l'assassiné qu'il avait la chemise, pas si sale que cela. Comme disait Apollinaire, il faut ce soir que j'assassine ce riche juif au bord du Rhin. On mange, alors toute la bande pète et rit pendant le dîner, puis s'attendrit à l'allemande avant d'aller assassiner. On s'occupe de mes écrits, on se les procure à l'état d'inédit. Poésie égale confiance, égale crédulité. Comment vivre sans l'inconnu devant soi? On les reprend à son compte, on les passe sous silence, on les détruit au sol. Il y a encore des stucas outre-Rhin, et vive les Rasbottes, vive le ras humain. Ensuite on m'annule. Je n'existe pas textuellement. Là-dessus et dans les meilleurs journaux et revues, toute une littérature. Die Welt, la Newsuser Zeitung, Die Tat, Christenwelt, Forum. Suspendu en tant que sujet et être vivant, je deviens objet, récit, poème. Tout cela me représente, le plus souvent bien reconnaissable avec mes traits de youpin. Je n'invente rien, René Char. On passe à l'action psychologique. Lettres d'insultes et de menaces, coups de téléphone, dédicaces à Paul Celan dans sa nuit, ce cadeau noir au poète. Et je ne vous parle pas de mes éditeurs. On part textuellement à la chasse de ce monstre, tueur de lumière, de ce porteur de la bannière de sang que je suis. Je porte un pseudonyme? Eh bien, je n'ai pas de nom. Je suis l'innommable, mort à l'innommable. Textuellement, René Char. Je n'existe pas. Il faut une philosophie pour le prouver, on en jette les bases. Les grands noms y collaborent, ce sont souvent des juifs de mèche avec les nazis. J'ai vu naître un certain nombre de poètes à la faveur de ce que j'ai écrit et vécu. Il ne faut pas que ce soit grâce à moi, un juif polono-roumain vivant à Paris, que cela ait eu lieu. On établit la théorie d'une langue mondiale de la poésie, genre espéranto-lyrique, tout en éliminant mon nom des anthologies. Et ce sont les mêmes qui sont à l'œuvre. Et pas une voix s'élevant contre. Mais beaucoup de double jeu. Excusez-moi, René Char, de ne pas vous écrire à la main. Elle tremble trop. L'Île-sur-Sorgue, 19 mars 1962. Cher Paul Celan, votre dernière lettre, voici un mois, a renforcé encore, s'il était possible, mon amitié pour vous. Mais à votre différence, je ne suis plus tourmenté par ces mêmes gens qui vous accablent de leur harcèlement. J'ai creusé depuis quelques années une voie dans laquelle ils s'engouffrent, voie qui donne sur un vide à leur mesure. Croyant m'abattre, ils se tuent. Et ce passage qu'ils appellent « cœur de char »
char hermétique, etc. Je ne tarderai pas à devenir un poète moyenâgeux ou encore épuisé, fait immanquablement mouvement à l'aide de ces sables, mais ne peut que longer ce qu'il a bien fallu que mon existence d'homme devienne une vie feutrée. C'est le revers de la poésie, cette haine qui accompagne ceux qui la portent. Les nazis et les lâches, les circonstanciels et les insouciants, les traits sur deux et les politiques de crèche, voilà la pâte avec laquelle se pétrit le pain que l'on voudrait nous obliger à manger. Non. Si je n'éprouvais de terribles épreuves humaines trop souvent et plus que je n'en puis supporter, mon problème d'énigme parmi les haineuses fausses énigmes ne m'apparaîtrait plus comme essentiel. Permettez-moi de vous souhaiter bientôt une bonne couche de neige là où se sont multipliés près de vous les pas infects. Je vous serre la main, votre ami, René Char. Paris, le 22 mars 1962. Cher René Char, merci pour votre lettre. Si vrai. Merci de me serrer la main. Je serre la vôtre. Ce qui m'arrive, excusez-moi d'en reparler, et croyez-le assez unique dans son genre. La poésie, vous le savez bien, n'existe pas sans le poète, sans sa personne, sans la personne. Et voyez-vous, la pègre, celle de droite et celle de gauche, a bien su se retrouver pour m'annihiler. Je ne peux plus publier. On a su m'isoler, là encore. Vous, on vous exile dans le pays des ci-devant, mais il vous reste votre pays. Quant à moi, on me redistribue, puis on s'amuse à me lapider avec les pièces détachées de mon moi. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que les premiers à avoir trouvé cela sont les pseudo-poètes. Et il y en a beaucoup parmi nos amis communs, René Char. Je sais bien ce que je dis, hélas. Dans leur nullité, ils vous considèrent comme une source d'images à additionner pour se créer une semblance. Ils ne vous reflètent point, ils vous obscurcissent. Voyez-vous, j'ai toujours essayé de vous comprendre, de vous répondre, de serrer votre parole comme on serre une main. Et c'était bien entendu ma main qui serrait la vôtre, là où elle était sûre de ne pas manquer sa rencontre. Pour ce qui, dans votre œuvre, ne s'ouvrait pas ou pas encore à ma compréhension, j'ai répondu par le respect et par l'attente. On ne peut jamais prétendre à saisir entièrement. Ce serait l'irrespect devant l'inconnu qui habite ou vient habiter le poète. Ce serait oublier que la poésie, cela se respire. Oublier que la poésie vous aspire. Mais ce souffle, ce rythme, d'où vient-il? La pensée muette, elle s'agglomère dans les intervalles, elle discerne, elle ne le juge pas, elle se décide, elle choisit, elle garde sa sympathie, elle obéit à la sympathie. Mais pardonnez-moi de revenir sur mes pas. Vous me dites avoir su créer le vide où s'engouffrent et se tuent vos ennemis. Je me réjouis de vous voir si fort, si fortifié. Quant à mon vide à moi, quant au vide qu'on a su créer autour de moi, je le vois, générateur de toute une race de créatures que je ne saurais nommer. Et ces créatures, je les vois bien fécondes. Elles se multiplient et se remultiplient, car le mensonge, cela sait se perpétuer, grâce aux nymphètes, ou sinon par siciparité. Errance, exil de l'humain, du vrai, j'en connais qui vous cite Saint John Perse et son poète bilingue. Ô poète, ô bilingue, entre toutes choses bisaiguës, là encore, ils croient pouvoir se procurer un argument pour leur vile duplicité. Ah, cette couche de neige dont vous me parlez, pendant un grand moment je l'avais, mais j'en ai fait la nappe que ma femme mettait sur notre table bien ronde pour y recevoir. Tant d'incarnations de la boue. Nous nous souvenons de votre première visite, René Char, de votre parole inscrite sur votre livre, des herbes qui se plient puis se redressent, heureuses. Ils ont fait un beau travail pour saper notre amitié. Ils étaient bien épaulés. Visage de semence. Visage sous vos traits, la terre se regroupe. Votre appétit répond pour l'éclair questionné. Hauteur et profondeur ne sauront vous glacer. Sur le sceptre d'amour, le froid croise l'ardeur. Nuages et sable d'hommes frondent l'humidité. Figure
Recueillez la folle voix errante, seul un vœu en révolte modèle le soleil. Volume qui se mêle et surface qui s'aime, triton vêtu de boue ou poussière chanceuse, beau sang juxtaposé. Figure recueillez la sibylle naissante, visage sous vos traits la terre se regroupe. Holderlin, énigme. Tout ce que naît de source pure est un mystère. À peine si la poésie elle-même peut le dévoiler, car tel tu es en naissant, tel tu resteras. Si forte que soit la contrainte et l'éducation, rien n'est plus puissant que la naissance et le premier rayon du jour qui touche le nouveau-né. À René Char, que j'ai eu l'honneur de traduire, au poète en pensée, poésie, à l'homme seul, franchement, fidèlement, chez lui, confiant. L'Île-sur-Sorgue le 15 août 1963. Je vous remercie bien, cher Paul Celan, pour votre pensée et pour votre amitié. Mais j'étais triste sincèrement de prendre à vos poèmes, à mon profit, un temps et des loisirs qui méritaient mieux que les miens. Une fois de plus, j'ai vérifié que les purs sentiments ne sont pas sans mélange et que le cercle ne va pas sans la fourche. La joie de me pencher et d'entrer dans votre poésie bientôt fait heureusement balance un peu. Mes hommages à Madame Celan. Je songe à votre fils qui grandit. Paris, le 22 décembre 1964. Cher René Char, merci encore pour le beau cadeau de vos poèmes. Et excusez-moi, je vous prie de ne pas pouvoir venir vous voir mardi prochain. Je ne vais pas très bien ces temps-ci et crains d'être un interlocuteur bien peu réjouissant. Tous mes vœux pour votre santé et votre travail. Paris, le 19 avril 1966. Chère Gisèle Celan, il ne faut pas vous soucier de ce qui, non universellement, me fait distinct de vous. Le feu est mon signe et le vent de mes sentiments l'agitent contradictoirement parfois. La souffrance, qui n'est pas hasard de Dieu, mais prend le masque de sa volonté, m'indigne. Oh, mon indignation tombe vite, puisque je la soupçonne en moi d'être alliée souterrainement à de l'orgueil. On ne guérit pas de la révolte qui n'est pas concept, mais choc sur la source, sur l'humain. Je ne puis comprendre votre mal, puisqu'à mon insu je le partage étant à l'orée de moi. Je vous souhaite de travailler, de créer ce qui vous créera. Vous possédez l'un et l'autre. Il faut aller vers votre accomplissement, non pas contre, mais en dépit de ce qui souffre en vous et constitue votre vigile et votre limitation à la fois. Pardon de suggérer d'allumer une lampe devant son visage, devant votre visage, de désirer l'accalmie des enfers. Je me réjouis profondément de l'amélioration qui se manifeste dans la santé de Paul Celan. La lucidité rencontre le cœur et aussi le juste, peut-être sans aucunement les solliciter. J'espère en tout pouvoir qu'il vous rendra le souffle exempt de mots, s'il se peut, et à lui la liberté de vous admirer et de savoir, de réaliser jusqu'aux étoiles de son instinct l'alliage réconcilié de son amour et de sa poésie. Et nul poème n'est innocent. Votre ami, René Char. Paris, le 29 juin 1966. Cher René Char, dans un moment plutôt sombre, il y eut votre amitié, témoignée par les lettres que vous avez bien voulu adresser aux professeurs Delay et de Nicker. À partir de ce moment, les choses, infléchies par votre voix de poète, ont recommencé à s'ouvrir, à m'acheminer vers une porte, vers une nouvelle et ancienne confiance. J'espère bien vous voir cet automne et vous remercier de vive voix. L'Île-sur-Sorgue, le 5 juillet 1966. Cher Paul Celan, votre retour que m'avait annoncé Jean Delay et votre santé retrouvée ont été une nouvelle très heureuse. Ce qui est réellement sombre et qui advient à chacun de nous en quelques moments ne pouvait avoir pour vous une durée insupportable. Ce souhait, nous étions nombreux à le formuler. J'espère vous voir cet automne à Paris, ainsi que Madame Celan et votre jeune fils. Les parages d'Alsace. Je t'ai montré la petite pierre, la dot de sa forêt, le ciel qui naît aux branches, l'ampleur de ces oiseaux chasseurs d'autres oiseaux, le pollen 2 fois vivant sous la flambée des fleurs, une tour qu'on hisse au loin comme la toile du corsaire,
le lac redevenu le berceau du moulin, le sommeil d'un enfant. Là où m'oppressa ma ceinture de neige sous le vent d'un rocher moucheté de corbeaux, j'ai laissé le besoin d'hiver. Nous nous aimons aujourd'hui sans au-delà et sans lignée, ardents ou effacés, différents mais ensemble, nous détournant des étoiles dont la nature est de voler sans prévenir. Le navire fait route vers la haute mer végétale. Tout feu éteint, il nous prend à son bord. Nous étions levés dès avant l'aube dans sa mémoire. Il abrita nos enfances, lesta notre âge d'or, l'appelait, l'hôte itinérant, tant que nous croyons à la vérité. Oreiller rouge, oreiller noir, sommeil, un sein sur le côté, entre l'étoile et le carré, que de manières en débris. Trancher, en finir avec vous, comme le mou est à la cuve dans l'espoir de lèvres dorées, moyeux de l'air fondamental, durcissant l'eau des blancs marais, sans souffrir, enfin, sans souffrance. Admis dans le verbe frileux, je dirais, monte au cercle chaud. À René Char, pour le remercier de retour à Mont, cet essai en allemand, dernière marche. Chère Gisèle Ceylan, nous savons que l'impossible n'est pas une énigme, mais l'ombre d'un acte obligé, indéfiniment reconduit. C'est avec douleur que nous l'apprenons au revers des jours et du temps. Il nous faut donc être dans la perspective de cet impossible. Enfin, lui obéir en nous retirant de son mur compact et de son ombre piégée. La tristesse durera toute la vie. Mangog, Ceylan. Veuillez m'accepter en pensée près de vous avec l'admiration et l'affection que j'éprouve pour vous, de loin et au plus près. Pour votre fils de tout cœur, dans le plus vigilant des silences. Votre lettre est arrivée au courrier de ce matin, combien je vous remercie de m'avoir écrit. Il faut à présent dépasser l'effroi. Priez sa poésie d'accueillir tendrement votre douleur. C'est fait, je sais. Nul poète ne fut plus grand que lui, où il est lu là-bas. Mon bien, le mal est rendu, et plus longuement qu'il ne s'exerça. L'atroce mal. Vous verrez. Je souhaite pour vous l'aide de votre talent, l'aide de votre enfant qui grandit, l'aide de l'œuvre géniale de votre mari. Ma pensée sera souvent près de vous. Mon amitié sera heureuse de vous servir aussi quand vous l'appellerez. Les noirs de l'aube, nous le buvons le soir, nous le buvons à midi et le matin, nous le buvons la nuit. Nous buvons, nous buvons. Nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas couché à l'étroit. Un homme habite la maison. Il joue avec les serpents. Il écrit. Il écrit quand vient le sombre crépuscule en Allemagne. Margaret, tes cheveux d'or. Il écrit ces mots et s'avance sur le seuil, et les étoiles tressaillent. Il siffle ses pitbulls, il siffle pour appeler ses juifs, et fait creuser une tombe dans la terre. Il ordonne, allons, jouez! Et qu'on danse. Les noirs de l'aube, nous te buvons la nuit. Nous te buvons le matin, puis à midi, nous te buvons le soir. Nous buvons, nous buvons. Un homme habite la maison. Il joue avec les serpents, il écrit. Il écrit quand il va faire noir en Allemagne. Margaret, tes cheveux d'or, tes cheveux de cendre, Sulamite. Nous creusons dans le ciel une tombe où l'on n'est pas couché à l'étroit. Il crie. Creusez la terre plus profond, vous les uns et vous les autres. Chantez et jouez. Il attrape le fer de son ceinturon et le brandit. Ses yeux sont bleus. Plus profond les bêches dans la terre, vous les autres. Et vous jouez pour qu'on danse. Midi et matin, nous te buvons le soir. Nous buvons, nous buvons. Un homme habite la maison. Tes cheveux d'or, Margaret. Tes cheveux de cendre, Sulamite. Il joue avec les serpents. Il crie. Jouez doucement,
Parlez doucement. La mort est un maître venu d'Allemagne. Il crie, plus sombre les archers des violents, et votre fumée montera vers le ciel, alors vous aurez au creux des nuages une tombe où l'on n'est pas couché à l'étroit. Les noirs de l'aube, te buvons la nuit, nous te buvons à midi. La mort est un maître venu d'Allemagne. Nous te buvons le soir et le matin, nous buvons et buvons. La mort est un maître venu d'Allemagne, son œil est bleu, il te frappe d'une balle de plomb précise. Ne te moque pas. Un homme habite la maison. Tes cheveux d'or, Margaret. Il lance ses grands chiens sur nous, il nous offre une tombe dans le ciel. Il joue avec les violons et il rêve. La mort est un maître venu d'Allemagne. Son œil est bleu. Tes cheveux d'or, Margaret. Tes cheveux de cendre.